quand on a connu comme moi que du bleu, sans âme et sans nuance. Le bleu du ciel, bleu à foison, le bleu des mers sans horizon, le bleu de la puissance. Le bleu des filles de 20 ans, on se reconnaît dans leurs yeux. On n'est pas encore leur amant, on est déjà devenu vieux. Vert, que je t'aime, vert, vent vert. Encore une fois. Verte branche, la barque sur la mer et le cheval dans la montagne. Ma maison n'est plus ma maison. La saisie d'un journal est un événement rarissime. Et si celle-ci a eu lieu aujourd'hui, c'est qu'une grave atteinte a été portée à la vie privée d'un homme. Les 3 pages de photos de match représentant Jacques Brel sortant d'une clinique pour aller à une consultation, je n'en dirai pas plus. Bon, là, en tout cas, il s'agit de frapper un homme à terre. Même un homme célèbre, quand il est malade, il a droit à son intimité, oui ou non? Faut dire, je suis pas d'accord. Je suis journaliste, c'est ma profession, et je la défends de cette manière, moi. Voilà, c'est tout. C'est vrai que Jacques Brel est un homme public et qu'il est aimé pour tout ce qu'il nous a donné. C'est sans doute au nom de ses sentiments qu'on a poursuivi Jacques Brel ces dernières années avec des téléobjectifs. Et c'est vrai aussi que cette sorte d'amour-là peut revêtir l'aspect d'une persécution. Et puis il y a un moment où il faut savoir s'arrêter dans la course au scoop. Mais on pourrait aller encore beaucoup plus loin dans le respect quand on prétend aimer quelqu'un. Les autres nouvelles de ce journal, Jean-Claude Narcy. Dans les années 70, Roger Giquel est lui-même une célébrité à la une des tabloïds. La télévision vient d'engendrer, pour une des premières fois de sa jeune histoire, une énorme popularité pour un journaliste. Moi, je suis exposé, donc on fait des images de moi quand on veut. Alors, c'est ce qu'on voit aussi dans tous les magazines, hein. Les chefs d'État, les présidents, n'importe qui. On fait des photos où il a l'air triste, ou malade, ou souriant, ou hilar. Et à chaque fois, ça peut donner une illustration d'un propos quelconque. Et donc, ça, c'est des images volées, rapportées. Ça, oui, j'y ai pas échappé, hein, bien sûr. Dans France Dimanche, c'était « Giquel est-il malade ?» avec un gros titre comme ça. C'était absolument aberrant. Le destin de Roger est digne d'un roman. Il est né en février 1933 dans une famille de commerçants modestes de la banlieue de Paris. Son père est un de ces Bretons pratiquement illettrés qui ont migré vers la capitale pour fuir la misère. Il y a épousé Raymonde, une femme courageuse de l'Oise. Pendant la guerre, le petit Roger, fils unique du couple, est envoyé à l'abri chez son grand-père José. Loin de souffrir de cette enfance rude et rurale, dans une ferme isolée du pays gallo, le petit garçon en gardera toute sa vie un bonheur et une fierté de se sentir paysan et breton. Ce sont les plus beaux souvenirs d'enfance qu'on puisse avoir. Car j'ai eu froid, c'était humide, c'était la nourriture, c'était toujours un peu lard et cochon, quoi, tu vois. Mais j'étais heureux, au contact des animaux, au contact des travaux de la ferme, au contact des gens. À la Libération, le jeune homme, revenu en région parisienne, n'a pas les moyens de poursuivre d'études au-delà du certificat. Il multiplie les petits boulots et se rêve comédien. Il prend des cours d'art dramatique, participe à des spectacles, fait des romans photos et de la figuration dans le cinéma. Ça m'arrive de me demander, je me suis trompé de vie. Je voulais être poète, oui, sans doute. Je voulais chanter, je voulais faire un métier d'artiste. Très jeune, il est déjà papa et chef de famille. Alors il trouve un emploi plus lucratif de steward dans les avions qui font les rotations vers l'Afrique. Il n'a jamais fait d'école de journalisme. Le Sénégal, le Cameroun, le Tchad, beaucoup de pays où nous faisions escale, étaient en train de bouillonner
vers des revendications d'indépendance. Et donc, moi, j'avais envie de raconter. Voilà, je revenais à Paris, en escale, j'ai des photos, j'ai des témoignages, on me disait, mais vous n'êtes pas journaliste? Bah non, je ne suis pas journaliste, je suis steward. Ah bon, alors on ne peut pas. C'est pas journaliste, c'est pas la carte. C'est pour ça que la carte, ça m'a fait toujours marrer, quoi. La carte, on est en carte. N'importe qui peut être journaliste, finalement. Le jeune reporter autodidacte revient à la charge. Il propose aux Parisiens libérés la photo d'un clocher de village qui vient de s'écrouler non loin de Coulommiers, où il habite. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la presse, à cause d'un clocher. Il m'a embauché à 800 francs par mois alors que je gagnais 4000 francs comme steward. J'ai dit, banco, je fais un saut en arrière pour investir sur quelque chose qui, ça y est, me concerne. Le journaliste local, il est au contact des sources d'information qui sont commissariat, gendarmerie, état civil, mairie, conseil municipal, pompe funèbre. Et les bistrots, ah ouais, c'est important. Au commissariat, il fallait apporter sa bouteille de temps en temps pour passer derrière. Et sur la main courante, je vois qu'autour de l'église, il y a des dames qui se plaignent d'être, non pas agressées, mais approchées et même caressées les mains, les bras comme ça par un noir. Alors tout de suite, c'est... Bon, moi, j'en fais 3 lignes. Cet entrefilet-là est tombé entre les mains d'un journaliste de France Soir. Ils sont venus à Coulommiers enquêter sur ce mini fait divers, sur cette rumeur plutôt d'ailleurs. Et ça a donné le lendemain dans France Soir, gros titre, le satire aux mains douces terrorise Coulommiers. Alors, ma rédaction m'appelle en me disant « Quoi ? Mais tu t'es pas occupé de cette affaire ?» J'ai dit « Mais si, je vous ai envoyé 3 lignes. » Alors, tu vois, l'information remonte comme ça, c'est une mini-information, et elle remonte comme ça jusqu'à le méga fait divers. Et c'est absurde. Là, j'ai compris des choses, mais en me disant « Mais attention, ne tombe pas dans ce piège de l'exagération sous prétexte de faire un scoop. » Mais franchement, quelle leçon. Et il m'avait demandé de faire des photos d'un technicien de l'ORTF. Et c'était qui ce personnage-là ? C'était Roland Dordain, qui était le patron de la radio. Il m'a invité à prendre une tranche de jambon. Il m'a dit « Vous avez une bonne voix, vous. » Bah, j'ai dit « Si vous me le dites. Vous devriez faire de la radio. » Bah, j'ai dit « Bah oui, c'est vous le patron. » Et puis un jour, il m'a appelé. Voilà. Puis j'ai fait des essais, puis je suis rentré à la radio. Flash de nuit. Et on m'a confié la revue de presse. Et ça a été mon bâton de maréchal à la radio. Voilà. La conférence mondiale des partis communistes aura lieu en mai 1969 à Moscou. Roger Gicquel. L'ordre du jour du Concile communiste de mai a été défini ainsi. Discussion générale sur la lutte contre l'impérialisme à l'époque actuelle et sur l'unité d'action des partis communistes et ouvriers et de toutes les forces anti-impérialistes. Disons que j'ai fait une revue de presse personnalisée. Et c'est là-dessus que tout s'est enchaîné. Cet enchaînement va le conduire vers les sommets de la notoriété. Mais cette ascension est-elle le fruit du hasard ? Je l'ai pris, le hasard. Hein. Attends, là. Donc il y avait de l'arrivisme, il y avait un peu d'arrivisme chez le jeune homme, quand j'y arriverai, Non, pas du tout. Je vais grimper haut. Non, je voulais être reconnu. Voilà, c'est tout. Je voulais avoir ma signature. Je n'étais pas arriviste, je voulais réussir normalement. Cette ascension, poussée par ce besoin de reconnaissance, comme s'il voulait se prouver à lui-même et à son père que les Bretons ne sont pas des ploucs, le propulse de fil en aiguille au poste de directeur de l'information de la radio publique. Pendant ce temps, les hommes du président Giscard préparent le démantèlement de l'ORTF. Un soir, venu dans les salons de l'Élysée pour y prendre la défense d'un camarade de la radio, on lui annonce qu'il est pressenti, lui, pour un rôle à la télévision. J'ai la trouille, je n'aime pas parler en public, depuis j'ai appris. Mais j'ai vraiment la trouille, quoi. Et je me dis, on va faire des essais. On me dit, oui, on va faire des essais. Il n'y aura jamais d'essais, parce qu'il n'y aura jamais de budget pour le faire.
Et donc, je suis arrivé le 6 janvier 1975 sans rien connaître à la télévision. Alors, plonge, mon gars. Il y a de l'eau dans la piscine, faut espérer. C'est TF1 qui a lancé avec Jiquel ce qu'on a appelé la personnalisation du journal télévisé, c'est-à-dire le même présentateur tous les soirs. Donc il occupe vraiment l'antenne, il est là. Avant de chaque sujet, il le met en situation et après il en tire la morale. C'est extraordinaire. D'autre part, c'est un présentateur qui dit « je ». On n'imagine pas ça aujourd'hui. Pujadas ou Poivre, ils ne vont pas dire je pense que, je vous signale que, je vous invite. Non, Jiquel, c'était ça, c'était le journal personnalisé. La grand-messe du 20h, en plus, c'était encore plus pesant à ce moment-là qu'aujourd'hui. Il n'y avait que 3 chaînes. Hein. Et le journal, le 20h de TF1, était regardé par des millions de gens. Donc tout ce qu'il pouvait dire, c'était impacté d'une manière considérable. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il avait conscience, qui lui faisait peur un peu. Et puis en même temps, bien évidemment, il y avait une notoriété. Alors, il n'y avait pas les journaux comme aujourd'hui où il aurait pu se retrouver à la une de n'importe quel Canard, Gala, Voici, etc. On était protégés à cette époque-là. Mais je veux dire, il y avait quand même un impact considérable de tout ce qu'il pouvait dire, faire. Ça, je pense que c'est un aspect qui a été pesant pour lui. Je pense vraiment que c'est un problème de télégénie. Il a quelque chose qui passe à les cheveux gris-blancs, cette forte présence du visage, mais avec ce regard qui passait très bien dans l'œil de la caméra et qui a impressionné beaucoup les Français. Mais moi, je me suis toujours trouvé à gros nez. Je ne sais pas, moi, je me sens pas beau. Je n'ai jamais pensé faire une carrière sur mon physique. C'était un journal de parole, son journal. On parlait beaucoup. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait moins d'images qu'aujourd'hui. On n'était pas submergé, inondé par les images comme on peut l'être. Mais je veux dire, c'était le magistère de la parole, le journal de 20h. Ah, le poète écrit pour le vide des cieux, pur bleu que l'hiver ne parvient plus à voir. Il écrit dans la conjuration des silences de neige. Et seul, dans la conjuration secrète et admirable, regardez-le plaider pour ses amours bizarres, quand nul n'osa pour lui le courage d'amour. Bonne soirée à tous, au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité, le dernier journal avec Julien Besançon à 23h30. Merci. On savait prendre son temps. On avait peut-être au maximum 8 sujets importants dans le journal. Certains faisaient 3 minutes, d'autres 4, d'autres seulement 2 parce que ça ne méritait que 2. Et donc, entre chaque sujet, moi, j'avais une mini-réflexion, ce qui permettait un enchaînement, si tu veux, de passer d'une réflexion possible pour le téléspectateur à une autre vision de l'information et à nouveau un soupir, une réflexion. Car aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est le zapping. On commence le journal avec un sujet, je te fous mon billet, qu'à la moitié du journal, tu ne sais pas ce qu'il y a eu en tête. On jette des impressions, des flashs aveuglants. Et puis après, débrouille-toi, quoi, cher téléspectateur, pour comprendre le monde. Alors de quoi s'agit-il ? Tout est parti d'un document publié par le Canard enchaîné, une photocopie de 4 lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui, c'était en 73, Bokassa n'était pas empereur, M. Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Alors là, grosse histoire. La première fois dans ma carrière de journaliste, ma première et toute dernière fois, quelqu'un, qui n'est autre que le directeur de l'information, vient derrière ma secrétaire à qui je dictais mon papier que vous avez entendu là, puisque après je vais le lire dans le prompteur, et dit « Vous ne pouvez pas dire ça, Roger ». Alors la question posée aujourd'hui, d'abord par nos confrères, puis déjà un peu par le personnel politique est celle-ci. M. Giscard d'Estaing a-t-il été en possession de ce cadeau présidentiel et dans ce cas, est-il resté en possession de ce cadeau ? Et à 7h25,
19h25, je suis convoqué chez le président Jean-Louis Guillot. Jean-Louis Guillot, que j'estime beaucoup par hasard et qui m'estime, mais il a mon papier en main. Et il me dit, vous ne pouvez pas dire ça. Alors là, je marque bout et je dis, il est bientôt 7h30, le journal est à 8h, ou bien je lis ce papier tel qu'il est, ou bien il n'y a pas de journal. Moi, je trouve que, rétrospectivement, c'était assez gonflé et pas mal vu. Et j'ai donné ce papier, voilà. Tout le monde veut vendre sa camelote ou empêcher qu'on vende qu'on donne une information. Tout le monde. L'honneur du journaliste, si j'ose dire, c'est de défendre ce qu'il croit être juste. Voilà, c'est tout. Février 1976, l'opinion française est saisie de dégoût et d'effroi. Des voix s'élèvent pour réclamer la peine de mort immédiate contre un tueur d'enfants. Le soir du 18, Roger ouvre son journal par un éditorial, remarquable et remarqué, qui est en fait un long plaidoyer contre la vengeance expéditive et le lynchage. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un 12 enfants, au regard profond, assassiné, étranglé ou étouffé, on ne sait pas encore. L'autopsie ne l'a pas complètement révélé, par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent. La France a peur. La France a peur. Cette simple petite phrase va marquer longuement et lourdement son image. Moqué et mal compris, Roger publie l'année suivante un livre qui revient sur l'affaire Patrick Henry. Il y développe ses positions pour l'abolition de la peine de mort. Mais 30 ans plus tard, le malentendu l'encombre toujours. Je ne veux pas me décharger, mais la rédaction a mis le paquet sur cette affaire. C'est-à-dire que les reportages ont été tellement nombreux que ça va occuper une demi-heure de journal. C'est excessif, c'est beaucoup trop, mais moi, ce n'est pas moi qui ai produit ça. Les phrases étaient mal construites. Je pense que c'est ça. J'ai été trop fort en attaque de journal. C'était maladroit. Je reconnais ça, oui, c'était maladroit. Mais le propos était là, quoi. Le propos, c'était... Faut pas avoir peur, faut pas vouloir tout de suite se venger contre quelqu'un qui... parce que ce quelqu'un-là, c'était vous et moi. C'était le cousin de la famille, tu comprends ? Ça touchait beaucoup. C'était pas un gangster. C'était un homme, un ami de la famille. C'est fou, quoi. Et là, les gens étaient sidérés. Donc je leur donnais, non pas une leçon de morale, je leur disais ce que je pensais, moi-même. Moi-même qui avais un enfant, ça me révulsait que quelqu'un ait pu toucher à mon enfant de cette manière-là, quoi. Et c'est pourquoi j'ai dit la France a peur. Mais à bien y réfléchir, est-ce que la France n'a pas toujours peur ? Est-ce que ce n'est pas encore vrai que la France a peur ? Qu'elle a même peur de son ombre, et qu'il y a des gens pour attiser cette peur. Est-ce que ce n'est pas toujours vrai ? Je m'interroge. Alors vous avez des mecs qui s'amènent à 8h le soir, avec des tronches de premier de la classe. Vous voyez, genre Broching, machin, bonjour, moi c'est Broching, oui, moi aussi, oui. Moi c'est Giquel, bon. Alors ils s'amènent tous avec le sourire au beau fixe, donc, à part... le coquin-triste, Giquel, il fait le coquin-triste, lui. Monsieur, tout est grave. Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes, vous voyez. Oh, un chien a mordu une vieille dame. Rendez compte, la vie de ces pauvres bêtes est obligée de manger des vieux. C'est à la télévision, on peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. La poignée de main a été longue et chaleureuse. J'ai été pas mal caricaturé, oui. Alors, monsieur de la grand-messe. En fait, moi, j'ai presque envie de le remercier parce que c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas du tout une caricature méchante, ça.
Moi, Coluche, j'ai pris ça presque comme un compliment. TF1 20h avec Roger Gicquel. Le 21 juillet 1977, pour la première fois dans l'histoire de la télévision française, le journal en direct est interrompu. Une forte délégation de militants communistes a envahi le plateau. L'action bien organisée tente ainsi de protester contre l'interdiction faite par les autorités américaines de voir atterrir le supersonique Concorde à New York. C'était absurde. Épisode absurde. Alors, ils viennent du fond du studio en hurlant « Concorde à New York, Concorde à New York », et ils me balancent des avions, des flèches comme ça. « Concorde à New York ». Et je suis complètement éberlu, moi, qu'est-ce que j'y peux ? Et ils demandent l'antenne. Par leur action iconoclaste, ces manifestants viennent de sacraliser une image. Ils s'attaquent au symbole de l'icône de la grand-messe du 20h. C'est sûr qu'il y a, pour une partie des gens, je suis perçu comme ça. Comme le prêtre, le prêcheur. Oh oui, ça m'arrive d'être en empathie avec certains mouvements sociaux, en empathie avec le malheur, quoi. Quand on me parle de l'effet que je risque de produire sur le public, on sous-entend oui, mais alors, puisque vous avez un certain pouvoir, vous pourriez très bien dire mesdames et messieurs, il faut voter à gauche. Ce soupçon-là existe. On dit il va donner des choix politiques. Ce que, évidemment, je ne fais pas et que je ne souhaite pas faire. Tout ce que Roger souhaite dire à l'antenne est travaillé, pesé, ciselé. Tout est écrit comme pour une œuvre littéraire. Hécate, Vagadu, En miroir, Ténèbres, Diadème. Mais surtout, il faut savoir que Pierre-Jean Jouve a terminé sa vie dans des conditions difficiles. C'est un sport intellectuel de chercher le mot juste. Et parfois, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas spontanément. On emploie un mot à peu près. Ou une idée à peu près même. Et là, ça, c'est vraiment un effort qu'il faut faire sans arrêt, d'être aussi clair avec les mots disponibles. Les mots, pour le dire, n'arrivent pas aisément, ou alors c'est de la paresse intellectuelle. Mon moi profond, il est ailleurs. Il est dans la nature, dans la poésie et dans, je dirais, dans une méditation qui n'appartient qu'à moi, quoi. J'ai toujours écrit des poèmes. Mais quand j'étais libéré de l'information, j'ai décidé que je pouvais publier des poèmes déjà écrits et aussi faire un disque des chansons que j'avais composées. J'en ai vraiment marre d'épouser mon siècle. Avec mon aimé, on serait bien mieux à se regarder les yeux dans les yeux. J'en ai plus que marre d'épouser mon siècle et surtout sa fin. Il va nous faire vieux, plus que de raison. J'en ai bien assez vu, là, de ce siècle. Je suis né en février 33. Mes aînés croyaient encore en la foi. Hitler attendait au coin de son bois. Comment l'épouser, l'enfoiré de siècle qui sur guerre et mort bâtit son progrès? Et Dieu dans tout ça, il le fait exprès? Jaloux quand de moi tu sembles si près? J'ai déjà divorcé d'avec ce siècle, trop bruyant, causeur, pollueur et menteur. Ces libertés réservées aux gagneurs, et toujours ces prisons contre la peur. Mes rêves se sont cognés à ce siècle, qui ridiculise le mot bonheur. J'ai cherché le mien à tâtons, mon cœur. J'ai trouvé ta main, ma femme, ma sœur. Ça va être bon.
Moi, pour moi, les odeurs ont joué un grand rôle. Hein. J'ai commencé dans la vie paysanne, moi, ma vie. C'est très important, les odeurs. Les parfums, Je dirais même qu'il y a eu... Pour moi, l'odeur de fumier, par exemple. C'est une odeur forte, puissance, mais c'est une odeur. C'est un parfum qui a accompagné mon enfance. Parce que quand ça n'est plus un excrément, ça devient un engrais. Et enfin, il faut que ce soit bien traité, évidemment. Il faut que ce soit pas... faut pas en mettre trop. Comme on fait trop aussi en ce moment dans notre région. Merde, c'est pas bon. Bon, ça c'est le charme aussi, tu vois. Ça peut tomber dans l'herbe, il n'y a pas de problème. C'est sain. Je l'ai regardé pousser, elle est très bien. C'est de la bonne herbe. Roger, le poète, a aussi fréquenté des chanteurs et artistes aujourd'hui disparus. Il admire parmi d'autres Léo Ferré, le vieil anard musicien. C'est ici qu'il a écrit un long poème à la mer, dans l'anse du Guesclin, entre Saint-Malo et Cancale. C'est fou parce que, tu vois, j'ai perdu plein de gens que j'aimais. Claude Sautet, Daniel Gélin, Nougaro. C'était des gens formidables. Des gens près des gens. Alors Félix Leclerc, bien sûr. Bien sûr, moi j'étais... les chansons de Félix Leclerc, c'était quelque chose pour moi à cette époque-là, oui. C'est toujours... oui, c'est les enracinés, quoi. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château au long rideau, dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités poudrés, de vieilles rosses traînant carrosse, et la fée Carabosse, tous y étaient, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas, ni le château au long rideau dans l'eau, ni musicien vêtu de lin. La célèbre rue Cognac-Jet, à vous les studios. 6 ans a passé cette porte qui, évidemment, a changé d'enseigne depuis TF1. Et puis un soir, eh bien, une voiture de police m'attend devant la porte. Protection de la police, sans que je sache de quoi il s'agissait, et pourquoi ils étaient là, et pourquoi ils m'embarquent. Je n'ai jamais su s'il y avait eu un attentat. Ils ont visité ma voiture dans le parking, ils ont fait passer le déminage et tout. Et puis je suis allé habiter à l'hôtel à Hilton Orly. Non, mais pour m'éloigner de soi-disant menaces. Mais j'en ai eu aussi des menaces écrites de gens qui connaissaient parfaitement ma maison à la campagne avec des précisions sur ma femme, mes enfants, etc. et qui me menaçaient parce que j'étais abolitionniste. Il y a des malades médiatiques. Ici même, en sortant, encore une fois, du journal, il y a une dame qui m'a agrippé devant témoin en me disant « Vous allez me suivre à la gendarmerie parce que je vois bien que quand vous parlez à la télévision, vous racontez à mon mari tout ce que j'ai fait dans l'après-midi et vous dites que j'ai un amant. » C'est de la folie, hein. C'est de la folie, c'est une psychose. Et je me suis dit après, mais ça n'arrive pas qu'aux autres personnes connues. Tout à coup, je suis, moi, dans une espèce de danger, d'ignorance totale de ce qui a pu se manipuler autour de moi.
je me dis là, la célébrité, il va falloir atténuer tout ça. Je vous ai demandé tout à l'heure de laisser allumer les lumières chez vous, comme d'habitude, et le moment est venu de s'apprêter à les éteindre. Michel Chevalet, à vous. En ce moment, même les gens de l'EDF ou dispatching doivent suivre l'évolution de la consommation pour adapter sans arrêt les besoins à la demande. Donc il n'est pas du tout question qu'ils perdent les yeux sur le compteur de vitesse. 1, 2, 3. Éteignons les lumières, qui ne sont pas indispensables. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils ont envoyé, mes confrères, un quart de reportage devant une barre d'immeubles. Qu'est-ce qu'on voit maintenant à l'EDF? Roger, je suis comme vous. Vous regardez, c'est très net. L'aiguille a dépassé le zéro, c'est-à-dire l'équilibre production-consommation, et commence à grimper allègrement les milliers de kilowatts, mais milliers de kilowatts d'économie, je parle. Alors, moi, là, je reste un peu sidéré, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette manip? On m'a pas prévenu de ça. Pardonnez-moi cette question, Michel Chevalet, c'est pas truqué tout ça? Je vous entends pas, j'ai une coupure. C'est très important ma question. Le compteur que nous voyons là, il n'est pas truqué? Ah, surtout pas. Et là, je peux vous dire, nous sommes réellement en direct et l'aiguille, vous voyez, s'est stabilisée à 175 milliers de kilowatts d'économie d'énergie, c'est-à-dire que l'on économise donc l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nice ou Nancy, ce qui est loin d'être négligeable. Ça tombe au moment où le film Network de Sidney Lumet est projeté sur les écrans à Paris. Et on se souvient, c'est ce présentateur manipulé lui aussi, qui devient fou et qui ouvre les fenêtres, qui dit au public, à la télévision, « Ouvrez vos fenêtres, criez votre ras-le-bol, dites j'en ai marre de cette société américaine, etc. » Et alors, tout à coup, je ne sais pas pourquoi les gens font le rapprochement, si Jiquel est capable de faire éteindre des petites lumières, c'est qu'il est capable de faire comme le fou de Network. Je suis sidéré. Mais c'est vrai que les confrères, et pas les mieux intentionnés, mettent l'accent là-dessus en disant « il a trop de pouvoir, ce type, déjà ». Voilà. Mais j'ai eu le sentiment qu'on vous laisse servir de moi. Ah oui. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai craqué à la fin. D'autant que la célébrité me pèse d'une façon que je ne peux même pas expliquer ici. C'est terrible, c'est comme si j'allais me sentir annihilé dans ma personnalité profonde, quoi. C'est incroyable que j'ai pu être classé tout de suite après le commandant Cousteau ou après l'abbé Pierre. Je trouve ça mais d'une dérision totale. Et je trouve ça injuste, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal, quoi. Et donc, voilà, je dis, il faut aller ailleurs. Il faut se montrer plus discret. Il faut continuer à faire son métier, mais d'une manière plus distante aussi, plus discrète. Je pars vers des chemins de traverse, un exercice professionnel plus proche des gens. La télévision rend célèbre, rend n'importe qui du moment qu'il suffit de le filmer tous les soirs, enfin, ou régulièrement et longuement. Voilà. Vous devenez fatalement quelqu'un qui passe à la télé. Voilà, vue à la télé. L'étiquette vue à la télé, c'est extravagant. Peu importe ce que vous y faites, si vous êtes bon ou mauvais, les gens dans la rue vous reconnaissent. Ouais, l'étiquette vue à la télé, ça suffit. Bon. Jiquel, c'était tout le contraire de l'insignifiance et du vide. Moi, je trouvais qu'il y avait trop de plat, d'ailleurs. Il était trop conscient du sens qu'il voulait donner. Mais au moins, il y avait cette idée du sens. Et qu'aujourd'hui, le but des gens à la télévision, c'est de dire « j'existe parce qu'on m'aura vu à la télévision ». Et c'est un cheminement que j'ai toujours trouvé fatal, vu ce qu'est la télévision, mais que je trouve absolument dramatique, quoi. Cette idée qu'on existe, non pas par ses qualités propres, par ce qu'on est, par les qualités relationnelles qu'on a, ce qu'on fait, etc. et tout, mais on existe parce qu'on a été filmé et qu'on passe à la télévision. Quand il a annoncé qu'il démissionnait, ce qui, à ma connaissance, est un événement très rare dans le monde de la télévision, surtout au niveau de notre notoriété où il était, c'était une vraie star, un monstre sacré, comme vous dites, il dit « je m'en vais, je démissionne ». Et j'ai trouvé ça très classe. Un jour, il m'a dit « j'ai bien fait d'arrêter parce que
quelque temps après avoir arrêté, il y a une dame qui est venue le trouver, qui lui a dit ah, c'est dommage que vous ne soyez plus au journal officiel. Et là, il a dit il était grand temps que j'arrête, parce que c'est quand même... Tu te rends compte un peu, quelqu'un qui vient de dire ça, c'est tellement la responsabilité que ça suppose. Quand il a arrêté de faire le journal, peut-être qu'il y a eu un moment de frustration, mais il a trouvé un vrai bonheur à faire du grand reportage. Il a fait beaucoup de reportages, notamment sur les voitures, sur les Formule 1. C'était un fou de voitures et de Formule 1. Ça, il y a pris du bonheur. Et je suis sûre qu'il a été plus heureux là qu'en faisant le journal. Il faut un âge pour être à Paris. C'est une belle ville, mais c'est l'atmosphère qui est pesante. C'est l'urgence qui habite les gens, on ne sait pas pourquoi. C'est les difficultés de parking, c'est la bagnole, c'est tout, quoi. C'est pesant. Plutôt que de rester faire le zouave à Paris, j'ai préféré franchir un vieux pont sur la Rance. Et les ponts des Rouen, ceux du Trieux aussi. Jeter mes souvenirs à Brest, à Recouvrance. Les ponts sont mes amarres, car les ponts sont les liens sur la terre des hommes entre eux et leur destin. Les bateaux sont des ponts entre Groix et Lorient, comme d'Audierne-Nassin en passant par Molène. Les ponts sont les amarres, les îles, les piliers, d'un ciel qu'est les sentiers, le désir de Bretagne. Plutôt que me noyer sous le pont de l'Alma, j'ai préféré la vie en terre armoricaine, où les ponts sont partout des promesses d'ailleurs, pourvu que ce soit là où le chemin nous mène. Les ponts sont des ailleurs sans quitter le pays. Leurs piliers sont ancrés dans la vase du monde. C'est pour eux, face au vent, la gloire d'un défi. Les ponts sont les amarres pour ceux qui vagabondent. Leurs arches voient flotter des rêves endormis que n'ont pu dévorer les charognards du fric. Ils dorment sous les ponts, je les pêche la nuit. Mais ce retour vers la Bretagne ne se produira que 12 ans après son départ volontaire du journal. Entre-temps, Roger réalise des reportages et des documentaires. Il publie des poèmes, des chansons, des livres, il refait de la radio. Jusqu'en 87, il est toujours sous contrat avec TF1, encore service public, dont il est un délégué du personnel. Il réapparaît à l'antenne en 1983 avec une émission culturelle. J'ai rencontré dans l'ascenseur, ça se fait souvent dans les ascenseurs, quelqu'un qui m'a dit « On te verrait bien faire un talk show », comme on disait déjà à l'époque, en public, avec des invités que tu choisirais, en studio, au but de Chaumont, etc. Et j'ai dit oui, je vais l'appeler Vagabondage, parce que le concept que j'ai envie d'installer, c'est le non-vedettariat. Même s'il y a des gens très connus, ils vont venir hors promotion. Et on va avoir des discussions sincères où les gens ne seront pas attachés à défendre leurs produits. Il m'a expliqué, Truffaut, par exemple, qu'une même scène est beaucoup plus crédible quand elle est tournée de nuit que quand elle est tournée de jour. Oui, je le crois. Vous voyez, c'est difficile à expliquer, mais de même que le visage de quelqu'un, si vous voulez. Là, en ce moment, sur l'écran, on voit mon visage. Mais si, en amorce, on voyait l'épaule de Jean-Louis, l'image serait tout d'un coup plus crédible aussi. Elle serait plus fiction. Tenez, celle-là est meilleure déjà. Et oui, eh bien, et ce sont des lois comme ça. Oui. Et de même, entre la même scène, le même dialogue, la même action, vous faites la scène en extérieur jour et vous la faites extérieur nuit, en extérieur nuit, elle aura plus de force. C'est curieux, c'est parce que le cinéma a besoin de fiction et que la nuit déjà apporte de la fiction. Autre chose, toujours Jean-Louis Trintignant qui parle, une autre vérité insensée, la vôtre, une vérité de Truffaut. Quand un personnage dit la vérité, il peut être filmé en plan séquence, mais quand il ment, il faut faire des petites séquences, des petits plans. Bien sûr. Parce que tout ce qui est direct, tout ce qui est communication directe n'a pas besoin de découpage. Écoute, je suis surpris et intéressé parce que, évidemment, Truffaut est un homme de fiction qui peut sciemment, parce que c'est la construction de son film, manipuler les personnages, mais je pourrais élargir ça. Je pourrais dire que
Pour moi, attention, l'image est très souvent trompeuse. Très souvent trompeuse. L'image d'actualité, il ne faut pas s'y fier. Il faut que le téléspectateur se forme une conscience, un regard qui soit le plus objectif possible, même dans la subjectivité qu'elle vous propose. À cette époque, l'ancien jeune comédien flirte avec le cinéma. Il se noue d'amitié avec Claude Sautet et il apparaît dans Le Bonheur et dans le Pré, long métrage d'Étienne Chatiliez. Il y joue avec jouissance la caricature d'un animateur télé. Dans un vagabondage, à une heure de grande écoute, Roger invite à s'exprimer un artiste engagé, un chanteur breton que le show business parisien boudait. C'est le début d'une amitié durable et féconde. Il faudrait que tu essayes de le faire un tout petit peu plus lent. D'accord. Donc tu me laisses faire et tu prends là comme ça, d'accord? Langue que l'on appelle minoritaire, comme le sang et l'or des fleurs des champs. Que serait l'herbe sans vos cris? Sinon, des lames toutes semblables dans l'étendue monocorde. Jésus m'avait gris, Bion Achano, et Gizi Varamon Brasade, a Petra avait fait, Alloire Boschedu, mais de l'gourou ne mettons, présent les gourous. Langue que l'on... C'était à moi Oui, c'était à toi. Bon, alors on recommence. On a fait un spectacle à l'Olympia en 1987, il y a 20 ans. On a répété ensemble, il est venu chanter avec moi sur scène. Ah, j'en mets mes lunettes parce que j'ai le syndrome des bras qui rallongent. Je suis habité par la Bretagne. Nul, pas même un Breton, ne saurait m'en dépouiller. Pas même une armée de Bretons ne saurait m'en déshabiller. J'ai été planté en Bretagne par les oiseaux du destin. 2 fois, j'y ai pris racine, bord de rivière et bord marin. J'ai un noyer dans mon jardin. C'est le bec d'un grand corbeau, noir au ventre, luisant aux ailes, qui a mis la noix en terre, prélevée chez un voisin. Il est habité par la Bretagne. Pas même une forêt de nos châtaigniers ne saurait l'en arracher. C'est un honneur pour moi. Ah bah écoute, c'est vraiment un plaisir. Non, sans déconner. Et ça s'appelle Breton à la noix, je trouve ça génial en plus. Non, parce qu'il y a des choses. Merci d'avoir écrit ça. C'est gentil. Il y a des choses qu'il faut répéter. On est breton quand on se sent breton. Oui. Voilà. Je suis appelé dans le bureau d'Hervé Bourges, qui est à l'époque le président de TF1. Et il me dit, oh, votre émission, Vagabondage, formidable. Il me dit, bon, bah écoutez, on supprime votre émission. Ah, c'était extraordinaire. Bon, et puis le temps a passé, et puis effectivement, la rumeur avait raison. TF1 est privatisé. TF1 appartenait aux Français. Voilà, c'est ma perception des choses. Je suis un homme de service public. Quand je vois brader la première chaîne de télévision, ça me met en colère. Ça me met en colère. Voilà. On part vers la cotation en bourse et l'audimat à outrance. Moi, c'est pas mon monde. Donc j'ai dit au revoir, messieurs, poliment. En 1992, Roger répond à un appel de France 3 Ouest. Il y invente un nouveau concept d'émission de proximité. Tous les samedis, pendant 5 ans, les téléspectateurs bretons et ligériens le verront flâner dans les villes et les paysages de l'Ouest, à la rencontre des pays et des gens. C'est pour lui la rupture définitive avec le parisianisme et la redécouverte de son vrai chemin. Ça a marché tout de suite. Et je dois dire que quand je suis parti de Paris avec ce projet, les gens de la télévision, de la radio m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire en province Ces gens-là ne sont pas, tu sais, d'une qualité extraordinaire. Même
il y a des bras cassés. Et je suis arrivé ici avec... j'ai été tout de suite intégré, accepté par un groupe de gens qui avaient envie de travailler, qui avaient du talent et envie de travailler, animés par la même démarche de télévision proche des gens, de proximité, oui, voilà. Ce n'est pas régionaliste dans la mesure où ça peut être péjoratif. C'est la vie là où ils sont. C'est la vie là. Et donc, il faut la faire connaître. Et il faut rendre les gens fiers d'eux-mêmes. 3 jours de tournage, 2 jours de montage, 1 journée de préparation, ça allait vite. Hein. Mais, c'est-à-dire on flânait en sprintant, mais c'était bien quand même. Quoi. Quand il était à TF1, je veux dire, bon, voilà, tout le monde savait à quel point il était attaché à sa terre bretonne et puis se chargeait de le rappeler régulièrement. Et donc, non, c'était plutôt... Et en même temps de se dire, chapeau, quoi. Chapeau d'accepter, de repartir, de faire autre chose comme ça, et sans être forcément dans la lumière des projecteurs. Roger faisant en flânant, c'était plus un grand sentiment de fierté pour la chaîne, pour France 3, de voir que quelqu'un de sa réputation accepte et fasse ce genre de magazine. Une forme de reconnaissance, et encore plus en région, qu'il ait ce type de démarche. Je trouve que cette émission manque d'ailleurs maintenant en flânant. C'est une émission extraordinaire qui était très regardée. Moi, quand j'étais pas dedans, je la regardais quand même aussi. Les gens les mieux intentionnés à la télévision vous disent ça aujourd'hui. Si j'ai pas une célébrité, si j'ai pas des gens connus dans mon émission, voilà, elle va se faire laminer par la concurrence. C'est absolument dramatique, mais c'est la logique propre de la télé. Et dans cette logique propre de la télé, avec l'explosion des chaînes et la part de la publicité, puisque c'est quand même la publicité qui est le juste de paix de la télévision tous les jours, hein, ça ramène de l'argent ou pas, c'est ça le critère, et la télévision, elle a sa propre logique, elle court toute seule. Et le sens de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, qu'est-ce qu'on veut, les questions que Roger Giquel se posait, ces questions-là, on se les pose de moins en moins. La vraie vie des gens, ça, de plus en plus, on s'en moque. Hein. En flânant, elle lui a permis de découvrir des tas de gens et de connaître la Bretagne mieux que moi, d'ailleurs. Il a une connaissance du peuple breton, ou des personnages du peuple breton, disons, qui est bien plus grande que la mienne. Moi, je ne connais pas grand monde, à part lui. Juin 1997. Roger démarre une retraite active et heureuse. Il s'est installé dans une maison en bordure de Rance qui lui évoque la ferme de son enfance bretonne. Enfin libéré du monde médiatique, il s'engage dans diverses associations. Entre autres, il milite aux côtés de Eau et Rivière de Bretagne. Vivre en Bretagne. Alors voilà, là c'est une partie du bonheur, c'est une partie de la retraite, c'est le bonheur. Sur la pollution en Bretagne, je pense qu'à force d'enfoncer le clou, de dire qu'il y a trop de nitrates dans les eaux douces, montrer ce que c'est que l'envahissement des algues vertes. L'agriculture, on l'a amené quand même à faire des efforts, notamment sur les engrais chimiques, etc., sur le traitement des lisiers, sur l'épandage du lisier pas n'importe comment à certains moments de l'année seulement. Reste le problème, énorme problème en Bretagne et ailleurs d'ailleurs, dans toute l'agriculture, ce sont les pesticides, c'est-à-dire toutes ces saloperies qui entrent dans le sol, qui le polluent pour longtemps. Je reprends un peu l'idée de la retraite. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est aussi avoir le temps d'être citoyen à temps complet. Après, j'imaginais que j'allais me mettre à mon bureau et écrire. Non, il n'y a pas que ça dans la vie, j'écris. J'ai publié déjà pas mal. Mais il faut regarder l'herbe pousser. C'est fort comme sentiment de dire, là, je peux m'exprimer, y compris devant mes citoyens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et depuis, je suis en train de vous écrire un discours de fin d'année, parce qu'il y a une réunion de fin d'année. Quand il est invité à animer des débats, soit pour Eau-Rivière, soit pour Diwan, etc., il n'y a pas que la notoriété, évidemment. Si l'homme n'était pas l'homme qu'il est, avec les convictions qu'il a, on ne l'inviterait pas.
Il y a bien d'autres vedettes de la télévision qu'on ne songerait jamais à inviter. Par exemple. Par exemple. Tu donnes des noms? Des noms maintenant. Non, non. Je vous dois combien? Et cette position de retraité, bah oui, je suis désolé, je suis privilégié. L'important, c'est ce qui est en soi. Hein. Être libre par rapport aux gens qui vous regardent ou qui vous écoutent, oui, ça a un sens. Mais ce qui a un sens, c'est de le sentir là, quoi. Je suis un homme libre. Libre et rebelle, et tu l'as toujours été, finalement. Oui, quand il faut. Vive la liberté. Retourner au pays, en hiver, en été, bouleversé, retourner comme friche labourée, bien secoué et retourné comme une crêpe, une galette, œuf miroir, beurre salé. Revenu pour une fricassée le dimanche après-messe, revenu de beaucoup sauf de ça, la Bretagne haut et bas. Retourné par mes services secrets, 3 mésanges aux chèvrefeuilles, un chant à double sens, une hermine aux yeux vifs, un chemin démasqué, un ruisseau jusque-là caché sous la mousse d'après, une bretonne en jean, la coiffe qu'elle a gardée, son marin désarmé qui taille ses rosiers. Message décodé. Et si Bretagne rassemblée retournait à son idée, allez dire à la ville, je ne reviendrai pas. Voilà.